Alors, merci bien. Comme il a dit, je suis Sylvain Sarr. Je suis superviseur à l'ONG Indigo Côte d'Ivoire. Donc, je représente ici notre coordonnateur qui n'a pas eu le temps. Donc, on est appelé à intervenir sur le thème « Quelles solutions pour accroître de manière significative la population électorale ?» Avant donc de faire des propositions pour ce qui nous est demandé, on va rappeler que la Côte d'Ivoire, pour sa gouvernance, a choisi la forme la plus adaptée qui est la démocratie. Rappelons que l'une des caractéristiques de la démocratie, c'est l'inclusion. C'est donc l'inclusion politique qui exige que toutes les catégories sociales soient prises en compte dans le processus électoral. Donc c'est tout à fait normal que dans un pays qui a opté pour la démocratie, vraiment une population, une importante frange de la population soit partie prenante dans le processus électoral. Comme le premier intervenant a le dit déjà, sur 25 millions d'habitants, on n'a qu'environ 7,5 millions d'électeurs, ce qui n'est pas normal. Donc, on rappelle aussi qu'il y a plusieurs participations électorales. Donc, il y a la participation en tant qu'électeur, il y a la participation en tant que candidat, il y a aussi la participation en tant qu'administrateur des élections, tel qu'on le voit avec les agents électoraux dans les différents centres d'enrôlement actuellement. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, on a des ONG qui travaillent dans ce sens-là, qui apportent quand même une contribution pour que le citoyen soit éclairé. Donc les ONG et les partis politiques devaient travailler en étroite collaboration avec la CEI pour organiser par exemple des séminaires et des campagnes d'éducation pour les électeurs, surtout les jeunes, parce qu'on voit que la population de la Côte d'Ivoire est représentée en majorité par les jeunes. Les leaders religieux et la société civile devaient aussi émettre des programmes axés sur les jeunes en organisant par exemple des ateliers ou des séminaires sur les mesures requises pour prendre part aux élections et sur la réglementation électorale. Parce qu'il faut dire que aujourd'hui les gens, on a ouvert les bureaux, les centres d'enrôlement qui sont pratiquement vides. Ce qui ressort, c'est que l'information ne passe pas. Donc les gens ne sont pas suffisamment informés. Quand ils sont informés, ils ne s'intéressent pas. Quand on va descendre, on va expliquer plus en profondeur. La société civile travaille aussi sur la question électorale des jeunes. Je parle des jeunes parce que, comme on l'a dit, la jeunesse représente à peu près 77% de la population de Côte d'Ivoire. Donc on devait mettre un accent sur les jeunes qui devaient diriger, la société civile qui travaille sur les questions électorales devait par exemple être dirigée par les jeunes. Pour que ces jeunes-là sentent la responsabilité et qui s'engagent vraiment à assumer ou assurer ce qu'on pourrait appeler ici un devoir civique. Alors nous, en tant qu'ONG, on a déjà travaillé sur les questions électorales. Donc notre spécialité, c'est l'observation. Donc à ce niveau, on a un regard que je voudrais vous partager ici. Donc malgré tous ces efforts-là, on se rend compte que il y a une faible affluence dans les centres d'enrôlement pour cette opération en cours actuellement. Et on constate aussi quelques suspicions de fraude. On parle de transhumance électorale. On a vu nous tous la vidéo qui est passée sur les réseaux sociaux au niveau de Tia Salé. On voudrait donc apporter une contribution pour la réussite de cette opération de la RLE. Pour y parvenir, on conseille que la société civile s'implique davantage dans le processus électoral par la sensibilisation et l'observation de la RLE. À ce titre, il y a une trentaine d'organisations non gouvernementales qui ont été cooptées par la CEI, donc qui a commencé une sensibilisation. Leur rôle consiste à informer, et à former et à éduquer les populations en vue de les mobiliser pour leur enrôlement massif sur la liste électorale.
En dehors de la CEI, on a le PNUD aussi qui a coopté aussi une trentaine d'ONG pour faire le même boulot. Alors nous, au niveau de Indigo Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, notre spécialité c'est l'observation. Donc depuis 2020, on est dans l'observation. Donc on a pu observer ce que nous on a appelé dans notre jargon l'OLP, qui est l'observation à long terme. Donc avant les élections, on a fait une observation de l'environnement et politique avant les élections. Donc à l'issue de cette observation, on a fait des recommandations. On a attiré l'attention de la législative en 2020. Je veux dire une méthodologie. Je veux parler de comment on appelle ça. De la communauté internationale sur les éventuels conflits ou les éventuels manquements qu'il pourrait avoir dans les différentes zones. On a fait ce travail, donc on a fait l'OLT en 2020. On a fait également l'observation de la révision de la liste électorale en 2020 et on a fait aussi l'observation des présidentielles et législatives en 2020 à travers une méthodologie qu'on a appelée le PVT, donc qui nous permet de pouvoir se prononcer sur la qualité et sur, je veux dire, sur la qualité des élections et même sur les résultats. Donc avec ce système, bon, comme ce n'est pas ça qui est à l'ordre du jour, on ne va pas rentrer en profondeur, mais avec ce système, on a la possibilité de se prononcer et sur la qualité et sur les tendances. Donc on l'a fait en 2020 pour les élections présidentielles, on a également fait pour les législatives. Alors pour cette révision de la liste électorale 2022, on est encore en activité. Donc Indigo Côte d'Ivoire a déployé 122 observateurs dans tous les départements de la Côte d'Ivoire. Donc ce qu'on a fait, on a divisé la Côte d'Ivoire en six grandes zones. Donc Abidjan, le Grand Abidjan constitué des 10 communes d'Abidjan, plus les 3 autres, Anyama, Benjerville et Songon. Donc à la tête de cette zone-là, on a vu ce qu'on appelle un superviseur. Donc il y a un superviseur au niveau d'Abidjan. Et au niveau d'Abidjan, on a 13 observateurs qui sont dans les différentes communes, c'est-à-dire les 10 communes plus les 3, Benjerville, Anyama et Songon. Et puis on a aussi la zone du centre, on a la zone de l'Est, la zone de l'Ouest, la zone du Sud. Donc moi je suis par exemple le superviseur de la zone de l'Ouest, où j'ai en charge 22 départements que je dirige, donc de Oumé jusqu'à Sipilou. Donc voilà quelques activités que nous avons eu à mener. Rappelons qu'en dehors de Indigo Côte d'Ivoire et des ONG qui ont été cooptées pour faire la sensibilisation, notamment la poésie, le WANEP, on a aussi le CNDACI qui fait également l'observation. Donc ce qu'on a pu remarquer lors de notre observation, les comportements qu'on a pu observer dans le processus et auquel nous voulons apporter un changement, on a donc remarqué le désintéressement des populations en général et des jeunes en particulier. On a remarqué la faible implication des partis politiques. Aujourd'hui, quand on regarde, je vais dire, l'environnement politique, on voit la constitution pratiquement de 2 blocs. Donc, il y a le parti au pouvoir et puis il y a l'opposition. Donc, on voit le parti au pouvoir, le RHDP, qui est plus ou moins actif sur le terrain, mais au niveau des partis de l'opposition, on se rend compte qu'ils sont plus dans les réclamations de, comment on appelle ça, de leur entrée à la présidence de la CEI. Et du coup, sur le terrain, on ne voit que le parti au pouvoir qui fait une sensibilisation. On a aussi remarqué la faible communication ou la communication non adaptée de la CEI sur la RLE. Donc, tout dernièrement, on a fait un tour sur le terrain, nous en tant que superviseur avec le bailleur du SAID. Donc, on a constaté, et depuis même nos données que nous avons, donc on a constaté une faible affluence. Et
comme je le disais aussi, il y a la CEI quand même qui a fait des efforts parce qu'elle a déployé près de 30 ONG qui devaient faire la sensibilisation. Mais on s'est rendu compte que la communication n'est pas suffisante ou elle n'est pas adaptée. Parce que la communication qu'on peut tenir par exemple ici à Cocody n'est pas celle qui pourrait passer par exemple à Koumassi. Donc on aurait préféré par exemple qu'on implique par exemple le système éducatif. Figurez-vous, on fait des dans les écoles où on a des élèves qui ont plus de 18 ans qui sont donc concernés par l'opération, mais dans les écoles, pratiquement les élèves ne savent pas qu'il y a une opération qui se passe. On aurait voulu par exemple que la CEI ou le gouvernement interpelle même les proviseurs, fait passer le message même au salut, au drapeau dans les différentes classes pour que ceux-là puissent, pour ceux qui sont vraiment, qui ont l'âge, puissent aller s'enrôler. Cette communication par exemple n'est pas faite. On aurait voulu par exemple que même dans les mosquées, parce que c'est une question nationale, dans les mosquées, dans l'église, et cette information passe pour sensibiliser ou pour informer les uns et les autres, parce qu'il y a beaucoup, malgré la communication, tous les moyens qui sont dégagés, mais il y a beaucoup qui n'ont pas eu écho de ce que l'enrôlement est en cours. Alors, on a parlé aussi des contraintes institutionnelles et économiques pour l'acquisition des documents requis. Donc, ça pose problème. On a vu tout dernièrement le gouvernement qui a pris un décret permettant de faire rapidement des certificats de nationalité à 1000 francs. Mais là encore, ça pose problème parce qu'il y a le problème des délais. Et puis, mais 1000 francs même, c'est encore beaucoup d'argent pour des jeunes qui vraiment ne sont pas intéressés à la chose électorale. Donc, il faut trouver des moyens pour rendre gratuit ces documents-là pour qu'une bonne frange de la population ivoirienne puisse s'inscrire sur la liste électorale. Donc, j'ai déjà parlé du délai. Donc, on était parti sur 3 semaines. Bon, là, on a vu qu'il devait y avoir une prolongation. Donc, à côté de tout ça, on a ce qu'on appelle les perceptions socio-culturelles et des élections. Donc, avec les antécédents, avec l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les jeunes ne s'intéressent pas parce qu'ils estiment que la politique ou les élections, c'est un moment de violence, c'est un moment vraiment où beaucoup de choses se passent. Donc, c'est ce qui est ancré dans l'esprit collectif des jeunes. Sur une approche plus proactive d'intégration des populations en général et des jeunes en particulier dans leur propre structure organisationnelle. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas à la CEI, tu te rends compte qu'il n'y a même pas un seul jeune qui fait partie de l'équipe dirigeante. À l'endroit des populations, on propose que, activement au débat, à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau économique, social et même politique. C'est sur ces mots-là que je vais faire. Merci. Merci infiniment, M. le Président, pour son intervention. On a constaté tout un paquet de propositions à tous les intervenants sur le processus électoral et surtout faire en sorte qu'il y ait une meilleure communication et une meilleure implication de la jeunesse, justement pour permettre aux nouveaux majeurs dont on a un vrai paquet ici avec les étudiants de l'ESMA de participer à cette opération de révision de la liste électorale. Avant l'intervention de M. Franck Etienne, avec votre permission à tous, bien évidemment, on va diffuser une autre vidéo qui va permettre de nous édifier sur les difficultés rencontrées lors de cette révision de la liste électorale.